Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Vim Backup pour AWS. Je me présente, je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et je m'occupe principalement de tout ce qui va être Vim Cloud Service Provider. C'est la deuxième vidéo de cette série dédiée aux solutions pour Vim Backup pour les clouds publics. La première c'était Azure, la deuxième c'est AWS et vous en doutez bien la troisième ce sera GCP. On va voir le pourquoi sauvegarder à Vim Backup et également comment ça fonctionne concrètement et à quoi ressemble l'interface. Donc ce sera une petite vidéo j'espère de pareil 10-15 minutes. On va essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Donc vous connaissez tous cette partie responsabilité, d'accord? C'est vraiment assez simple, on peut le voir sous forme de schémas divers et variés. C'est juste pour rappeler que AWS, comme tout cloud public, a la responsabilité de tout ce qui va être infrastructure, disponibilité et des services qu'il propose. Ces services, c'est vraiment la partie disponibilité. Ça ne couvre pas du tout la partie du haut qui aurait la responsabilité du client, customer data, l'identité et l'access management, tout ce qui va être operating system configuration, si on est dans le cadre de tout ce qui va être sauvegarde de machines virtuelles. Voilà, donc il faut juste bien décorréler ces deux aspects-là. AWS n'est pas responsable de toujours une part de responsabilité du côté du client. Donc maintenant, pourquoi choisir une solution tierce et pas AWS Backup? Plutôt pourquoi partir sur une solution Vim Backup pour Azure, pardon, Vim Backup pour AWS. Donc la première chose, c'est éviter le vendor lock-in. Avec une solution tierce, avec un éditeur tierce, vous n'allez pas bloqué sur AWS. Si aujourd'hui vous réalisez vos backups avec Vim Backup pour AWS, vous allez pouvoir externaliser les données, les sortir du cloud d'AWS pour ensuite pouvoir les restaurer dans divers environnements. Donc c'est vraiment éviter ce vendor lock-in. Votre rétention elle n'est pas bloquée dans AWS, comme ce serait le cas avec AWS Backup. Également, on a une interface centralisée pour toutes les applications, les appliances cloud public. Donc que ce soit Vim Backup, Azure, AWS ou GCP, c'est les mêmes interfaces. Donc c'est très user-friendly. Vous n'avez pas besoin de vous reformer spécifiquement pour les clouds, pour n'importe quel type de cloud hyperscaler. Vos équipes techniques sont donc formées pour tous les clouds en même temps avec la même interface et vous allez pouvoir via une console centralisée, donc la Vim Service Provider Console qu'on verra plus tard, on va pouvoir centraliser l'état des jobs, l'état des appliances, faire les updates, et ça pour tous les clouds. Et c'est le retour du chat. Facilité et flexibilité des scénarios de restauration, c'est pour expliquer qu'on va pouvoir plus facilement restaurer des fichiers, des objets de base de données, des choses comme ça, beaucoup plus facilement qu'avec une solution traditionnelle. Et on va voir un peu le détail des problèmes de capacité qu'aurait AWS Backup versus Vim Backup. Et donc la dernière partie, voilà, c'est le multi-cloud, multi-plateforme, une interface centralisée où vous pouvez tout piloter. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, AWS Backup c'est gratuit. Voilà, bon ça c'est la première chose, c'est pour ça que c'est très tentant. En revanche, ça va uniquement stocker des snapshots de machines EC2 notamment, sur du stockage qui est financièrement inintéressant parce que c'est du stockage c'est pas du S3. Et donc ce sera uniquement du stockage sur des snapshots EC2 qui ont un coût relativement élevé. Donc pour une rétention très courte, ça va. Si on veut faire de la vraie sauvegarde avec de la vraie rétention, c'est vraiment pas possible de se baser sur une technologie de snapshot. En termes de restauration, c'est limité. On va pas pouvoir faire toutes les restaurations qu'on veut. On peut faire qu'une restauration d'instance. On va pas pouvoir faire de la restauration sur granulaire ou sur de la restauration sur une autre machine virtuelle. On va pas avoir de consistance pour Linux. Donc on va pas pouvoir lancer de script custom. On va pas pouvoir non plus sauvegarder de VPC. Donc ok, c'est de l'infrastructure as a code, mais s'il y a jamais des modifications de VPC, des modifications de code, on va pouvoir vérifier avant, après, quelles ont été les modifications qui ont été faites pour essayer de résoudre et remédier à ce problème-là. Problème en termes de prix, on ne sait pas combien ça va nous coûter, puisque c'est que des snapshots, et donc on saura qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, la facture, suivant le prix des snapshots en fonction de la rétention. Bon, c'est bloqué dans AWS, hein, ça, il n'y a pas de miracle. Et bon, ça va sauvegarder que des machines AWS. Là, Vim Backup va pouvoir avoir un scope plus large, notamment avec les serveurs physiques, ce que vous avez on-premise, les autres clouds, etc. Et éviter le vendor locking, on en a déjà parlé. Voilà, ça c'est pour vous ayez bien une vision d'AWS Backup. Ok, c'est gratuit, mais ça a quand même quelques limitations. Donc nous, ce qu'on propose chez Vim, c'est une appliance, Vim Backup pour AWS, qui est nativement déployée dans le cloud public d'AWS, dans la souscription du client ou dans une autre souscription. Ça marche en cross-account, on va le voir. Et donc c'est designé spécifiquement pour AWS.
Ça permet d'avoir plus de contrôle sur la sauvegarde et la restauration, et ça de façon unifiée, si jamais on est en hybride avec un cloud privé, ou si jamais vous êtes un provider avec de multiples hyperscalers, voilà, vous allez pouvoir unifier tout ce management-là. Donc là, je vais détailler quelques features clés qui me semblent importants, et ensuite on va regarder comment ça fonctionne, et je vous rappellerai un peu les dernières nouveautés qu'il y a eu dans la dernière version, qui est la version 5 d'AWS, si je dis pas de bêtises. Donc tout de suite, une petite liste de features. On va pouvoir sauvegarder sans agent, du backup et du DR, avec de la repli sur un deuxième compte de stockage, les machines EC2, les machines RDS, les VPC, et je me rends compte que c'est pas à jour parce qu'il manque la partie file service. Ensuite, on va avoir la partie policy. On va pouvoir sauvegarder de façon avec des policies basées sur des tags pour automatiser la sauvegarde de nos environnements. Voilà, faut tout industrialiser. On passe sur des policies avec des tags. On tag les machines, c'est automatique forcément. Il faut industrialiser le phénomène. On peut sauvegarder des VPC, important pour pouvoir troubleshooter si jamais il y a des problèmes entre des environnements dev, de prod, de pré-prod qui seraient sur différents réseaux. On peut aussi avoir de l'application consistant, que ce soit Windows ou Linux, soit avec les appels VSS, soit avec tout ce qui va être script pré et post en fonction des applicatifs. On va pouvoir restaurer de façon très granulaire des volumes, des bases de données, des VPC, des fichiers très rapidement, ce qui est quand même la majorité des restaurations, c'est des fichiers qui sont assez granulaires ou des machines out of place pour pouvoir les comparer, des choses comme ça. On a un calculateur de coûts, et je vous montrerai après, qui est directement intégré dans le produit. Donc quand on va créer ces policies, on va être capable de voir le prix final de la solution lorsqu'on va faire les sauvegardes. Et ce qui est bien, c'est que les sauvegardes, c'est pas uniquement des snapshots comme le ferait AWS Backup, mais c'est vraiment prendre ces données-là, les stocker pour de la rétention à long terme sur du stockage AWS S3, que ce soit S3 normal, S3 Frequent Access, Glacier, etc. Donc vraiment, ça permet d'avoir un coût bien plus intéressant sur des rétentions à moyen et long terme. Pour question de sécurité, ça marche en cross-account et cross-région. Donc on peut isoler vraiment l'environnement de backup en le mettant dans sa propre account pour aller sauvegarder de la production. Et donc si la production malheureusement est impactée par un problème de sécurité, un ransomware ou n'importe quoi, l'account qui porte la solution de backup va être complètement séparé, isolé et sécurisé. Et pour finir, c'est la partie portabilité dont on parlait tout à l'heure. Grâce à Vim Backup et Application, donc vraiment l'outil principal qui peut être on-premise, on va avoir des scénarios de portabilité, de réversibilité en transformant cette machine, en transformant les machines EC2 par exemple, en tout autre type de machine virtuelle, VMware, Azure, GCP, etc. Voilà, petite conclusion du coup, l'intérêt du produit, une seule plateforme pour tout gérer, cloud virtuel physique, plus de mobilité, forcément on va pas se bloquer dans AWS, et avec le cross-account, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette partie sauvegarde qui est indépendante de la partie production, pour vraiment décorréler complètement les deux, je trouve que c'est une très très forte valeur ajoutée. Donc on sauvegarde EC2, RDS, VPC et les file services que je détaillerai dans la partie update juste après. Consistance applicative, restauration de fichiers et sauvegarde de RDS, on gère tout. La sauvegarde, le pilotage de RDS notamment, Aurora qui est le plus déployé sur AWS. Tout de suite un petit diagramme, comme ça va parler un peu plus que de parler juste feature. Donc côté gauche c'est les services qu'on va être capable de gérer, EC2, RDS, EFS et VPC. C'est les 4 services qu'on est capable de gérer. On va pouvoir piloter les snapshots, d'accord. On va avoir des workers qui vont démarrer, qu'on peut assimiler un peu à des proxys sur VMware, et qui vont collecter les données et les envoyer tout simplement sur du stockage objet. Donc le stockage objet, ça va être soit des buckets, soit des fois ça va être de l'EFS data, c'est du backup vault pour la partie EFS, des snapshots aussi quand on a besoin de faire des réplicas sur un second site pour le RDS, c'est la même chose. Et tout ça, c'est piloté par une appliance qui est sur AWS, Vim Backup for AWS. On peut l'interconnecter via un plugin au Vim Backup et application on-premise. Ça nous permet d'avoir tous les scénarios de réversibilité et de portabilité. Et côté droit, c'est les possibilités de restauration. Donc on va avoir la restauration EC2 directement, file, level, machine complète, EFS, RDS, VPC. Voilà, ça va être assez large ce qu'on est capable de restaurer. Et bon, si vous êtes à l'habitude d'utiliser Vim, vous n'allez pas être perdu. En parlant d'intégration, ça c'est vraiment une intégration basique, on va dire plutôt client final, quand il y a un scénario hybride avec un Vim Backup et application qu'on voit en bas. Si on va un peu plus loin, il y a la version 7 de la Vim Service Provider Console qui va sortir, je pense, début d'année 2023. Peut-être janvier, je l'espère, en 2023, qui va avoir une intégration native avec Vim Backup pour AWS.
Et donc ce qui va se passer, c'est que directement dans votre Vim Service Provider console, via Cloud Connect, vous allez pouvoir déployer automatiquement et de façon industrielle des appliances AWS et Azure sur les environnements du client. Ça va permettre directement de connecter une appliance si elle existe déjà ou de déployer une appliance si elle n'existe pas et ensuite de pouvoir configurer l'intégralité de ces appliances depuis une seule interface centralisée pour pouvoir les déployer et ensuite les manager. Voilà, il y aura vraiment un management centralisé des jobs avec, ici on voit dans la partie public cloud, la possibilité de start, stop, créer des jobs, les éditer et voir l'état de tous les jobs de nos appliances par provider. Donc ça, je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de de l'offre avec Vim, de pouvoir faire tout centraliser dans la Vim Service Provider console. Ça me semble relativement pertinent pour un service provider. Tout de suite, démonstration de comment est-ce que ça fonctionne et à quoi ça ressemble dans le vrai monde. Hop, sans transition, je me connecte sur mon appliance. Et on peut voir le beau dashboard qui va nous donner l'état des stations dans les dernières 24 heures, les usages en termes de volumétrie, l'état des policies, l'état des workloads qu'on sauvegarde, etc. Et un petit overview des potentiels bottlenecks que je vais détailler juste après dans la présentation des nouveautés. Donc, la première fois que vous allez lancer l'appliance, vous allez se retrouver dans ce Getting Start qui nous propose de configurer l'appliance Vim Backup pour AWS. On va devoir ajouter des rôles IAM pour pouvoir se connecter à l'account en question, que ce soit celui sur lequel réside l'appliance ou que ce soit sur tout simplement différents accounts, comme on l'a vu, la possibilité d'isoler la solution de backup. Configurer des workers, donc les workers, c'est celles qui vont prendre les données des snapshots et les stocker dans des repositories AWS, donc dans du S3, et pour finir par configurer tout simplement les repositories. Et au moment des repositories, c'est vraiment juste configurer les différents storage classes, donc on peut avoir plusieurs repositories avec plusieurs buckets, avec plusieurs types de classes, S3, Frequent Access, Glacier, etc., pour gérer les différentes rétentions. Ça, c'est la partie configuration. C'est relativement simple. Account, repository, worker. Une fois que c'est fini, on va aller dans la partie policy à gauche et on va pouvoir voir qu'on a différentes policies en fonction des ressources qu'on veut sauvegarder. EC2, RDS, VPC, EFS. On les retrouve tous en haut et je vais éditer, c'est à peu près la même chose sur toutes les policies, je vais éditer la policy de backup qu'on a là aujourd'hui. Donc on va retrouver son nom. En source, on va retrouver la souscription qui nous intéresse, ainsi que la région et les ressources qu'on souhaite sauvegarder. Au niveau des ressources qu'on souhaite sauvegarder, on va se retrouver ici avec la possibilité de choisir soit des instances manuellement, soit des tags. Moi, je vais vous recommander forcément de vous baser sur des tags pour automatiser et industrialiser ça le plus simplement possible. On peut exclure des volumes, on peut gérer tout ce qui est guest processing, donc ça va permettre via le SSM agent d'AWS de pouvoir faire de l'application aware processing pour Windows. Et si jamais on est sur du Linux, on va être sur du script pré et post. En termes de target, on peut répliquer ces snapshots pour avoir un plan de reprise d'activité sur une autre région, ou tout simplement configurer les backups avec la possibilité de choisir où est-ce qu'on va sauvegarder ces backups. Donc là, on va avoir la possibilité de choisir ce repository là pour cette souscription. Et ensuite, derrière, choisir de l'archiving. Et oui, on peut choisir l'archiving sur Glacier ou Deep Archive pour la rétention à long terme. Alors faites attention, là, c'est vraiment de la rétention à long terme. Je crois qu'il y a des pénalités chez AWS si jamais vos données ne restent pas de plus de 90 ou 120 jours. Voilà, il y a un minimum de rétention dans Glacier pour que ce soit intéressant. On le schedule, et donc on va être capable de scheduler du daily, du weekly, du monthly, et en fonction des rétentions qu'on va définir, du GFS qu'on va définir, on va pouvoir choisir des repositories, d'accord? Donc là, il y a écrit ce repository pour les weekly, c'est toujours le même, c'est du standard. Par exemple, pour le monthly, quand je l'active, il dit que c'est recommandé de mettre ça sur du glacier. Ah bah voilà, quand ça a plus de 180 jours. C'est là où ça devient vraiment financièrement rentable. Ensuite, on va pouvoir copier les tags de la source sur les snapshots vers le site distant pour les retrouver. Ça, c'est vraiment spécifique à AWS. Une policy avec des retries. Dual check si on veut vérifier au niveau CRC les métadatas pour vérifier que les fichiers sont OK. Et pour finir, on va avoir le cost estimator. Et donc là, une fois qu'on a fini sa policy, on va pouvoir avoir une idée du coût que va impliquer cette policy. Alors la première chose à faire, c'est quand même de faire attention de regarder les assumptions. Donc les hypothèses, 3% de taux de changement c'est OK, 2 points en compression c'est OK. Ce qui est important, c'est la partie 70% ici de données occupées sur les disques. Donc si les clients, attention, vous avez 1 Tera, des volumes de 1 Tera mais qui sont occupés qu'à 10%, et ben l'estimation va être vraiment beaucoup plus élevée que la réalité. Donc on part sur une occupation disque en production de 70%.
Donc voilà, il ne faut pas avoir des disques vides, sinon l'estimation sera beaucoup plus élevée, mais bon, ce sera le worst case scénario, ce qui est quand même important à savoir. Et donc on a configuré des snapshots, on a configuré si possible des réplicas de snapshots, des backups sur de l'objet, de l'archiving, des coûts de transaction pour stocker ces backups sur du stockage objet. On a le détail par machine, et donc ça nous donne tout de suite un coût d'infrastructure pour la solution. En termes de coût de licence Vim, vous êtes familier avec le modèle Vim Service Provider, c'est 11 points par VM. Donc il faut, en plus de ces coûts-là, penser au coût de l'appliance. Et si je ne dis pas bêtise, une appliance par défaut c'est une T3 medium, donc 2 cœurs 4 Go de RAM, pour traiter jusqu'à 1000 workloads. Donc ça c'est dans le Best Practice Guide que je mettrai également en lien. Donc c'est pas très élevé, mais il faut prendre en compte le prix de l'appliance. Et le prix de la licence c'est 11 points par VM. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, vous avez compris un peu comment on faisait pour gérer ces sauvegardes. Dans la partie Protected Data, vous allez avoir toutes les machines avec la capacité de faire de l'instant restore, de l'instance restore, du volume restore, du file level recovery, directement de machines, de RDS, de VPC, etc. Donc voilà, c'est relativement simple. En partie VPC, j'en ai pas là, mais il y a le bouton compare qui est sympa, qui permet de comparer entre ce qu'on a en production et ce qu'on a dans les sauvegardes, pour voir vraiment tout ce qui a été modifié. Ça peut être relativement pertinent. Je reviens tout de suite sur ma présentation. Et on va parler des nouveautés de la V5. Je vais les parcourir rapidement pour ceux qui ne les auraient pas suivis. Donc on sauvegarde Aurora, c'est depuis la version 5, et tout ce qu'on fait avec RDS traditionnellement, alors Aurora c'est spécifique à Amazon, mais donc on peut gérer les snapshots, les réplications des snapshots, chiffrer les copies, et bien sûr répliquer entre plusieurs régions tout ce qui est Aurora DB. Donc ça va être piloté directement dans Vim Backup pour AWS. On va avoir l'indexation de tout ce qui va être EFS. Donc ça va permettre tout simplement au moment où on fait sauvegarde EFS, on fait de l'indexation de ces fichiers-là, et on va pouvoir faire de la recherche de fichiers sans avoir besoin de restaurer chaque point. Donc indexation et restauration beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Le magnifique dashboard, ça c'était une nouveauté de cette version-là, c'était le dashboard. Et je vais parler un peu de la partie bottleneck, puisque la partie bottleneck en bas à droite, en fait les policies, ça vous dit si c'est OK en termes de sizing, parce qu'il ne faut pas normalement qu'une policy, elle dépasse les 250 ressources sauvegardées par policy. D'accord. Ensuite, CPU quota, c'est pour voir s'il y a suffisamment de quotas disponibles dans la région où on veut déployer les workers, parce que chaque worker va être déployé à la volée pour sauvegarder les différentes ressources qu'on souhaite sauvegarder. Et en fonction des régions, il peut y avoir des quotas de disponibilité de CPU, si vous avez une grosse infra AWS par exemple. Et donc là, il faut demander à AWS de lever ces quotas. Et pour finir, c'est la partie appliance disk. C'est juste être sûr que le disque de l'appliance ne dépasse pas les 80%, sinon il va falloir augmenter la volumétrie. On a également dans cette nouvelle version la possibilité d'avoir du configuration backup. Et donc on va pouvoir sauvegarder la configuration de notre appliance pour que si jamais il y a un problème, on va pouvoir restaurer la machine sur un autre environnement et restaurer cette configuration, comme on pouvait le faire traditionnellement avec un Vim Backup et application. Et pour finir, c'est aussi la possibilité d'avoir des workers, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des profils pour ces workers. Donc définir que quand c'est par défaut, il y a des petites machines qui sont déparées, des C5 larges pour les small profils quand elles font moins d'un giga, moins d'un téra par ton de volume, entre 1 Tera et 1 Tera 250 et plus d'un Tera. Voilà, on va pouvoir définir par profil certaines régions et peut-être trouver des profils qui sont plus adéquats en fonction des régions dans lesquelles vous êtes pour pouvoir traiter les machines et les volumes EBS à sauvegarde. Dernière petite chose, mais j'en ai parlé pendant la présentation, c'était le health check. C'est la capacité d'aller vérifier l'intégrité des métadatas pour être sûr de pouvoir restaurer convenablement toutes nos sauvegardes. Voilà pour cette présentation assez, je pense, complète de Vim Backup pour AWS. On a vu c'était quoi l'intérêt, pourquoi sauvegarder, quelle est la différence avec Azure Backup, et ensuite comment ça fonctionne réellement, comment vous pouvez le mettre en place vous-même. Et on attend avec impatience, si vous êtes service provider, on attend avec impatience la version 7 de la Vim Service Provider Console pour pouvoir gérer de façon unifiée le déploiement de toutes ces appliances. D'ici là, je vous remercie pour votre temps. Il y aura une troisième vidéo sur GCP, vraiment elles sont assez similaires si vous avez déjà vu celle sur Azure, mais il faut rentrer quand même dans les détails pour ceux qui ne regarderaient que GCP par exemple. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.